L'un des rôles premiers d'un gouvernement est censé être de protéger sa population. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons la sécurité nationale. C'est pour cela que nous avons des forces armées. Si quelqu'un nous attaque, nous devons pouvoir soit dissuader cette attaque, soit si nous sommes attaqués, aller vaincre cet ennemi. Mais l'idée, c'est de protéger son pays au coût le plus faible possible. Du moins en théorie. Et c'est ainsi que cela a fonctionné pendant la majeure partie de l'existence de notre nation. L'idée était d'éviter la guerre et de n'emprunter cette voie pour assurer notre sécurité que si c'était le seul moyen de protéger notre population. Mais nous devrions donner la priorité à la diplomatie, parce qu'il est infiniment préférable, en vies humaines comme en ressources, et à tous les autres égards, de résoudre les problèmes par la voie diplomatique afin de ne pas avoir à faire la guerre. Cela devrait aller de soi. Ce n'est pas le cas, et il faut en parler, parce que les États-Unis ont presque détruit leur diplomatie. Nous en sommes aujourd'hui à une faute professionnelle diplomatique du plus haut niveau. Et un jour, cela finira par nous coûter cher, parce que désormais, le seul outil dont vous disposez, c'est l'outil militaire. Et maintenant, il ne s'agit même plus seulement d'assurer votre sécurité. Vous êtes devenu tellement obsédé par la puissance militaire que la seule chose que vous voulez faire, c'est trouver d'autres moyens de l'utiliser. Et maintenant, vous vous moquez carrément de la diplomatie, ce qui rend le recours à l'outil militaire plus probable. Laissez-moi vous montrer le dernier exemple en date. Hier, au Conseil de sécurité des Nations Unies, et, soit dit en passant, cela concerne malheureusement le monde occidental, pas seulement les États-Unis. Mais comme nous en sommes les chefs de file, et que nous nous qualifions toujours de nation indispensable, apparemment, nous sommes aussi les chefs de file dans la mauvaise direction. Laissez-moi vous montrer. D'abord, il y a eu une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et sur bon nombre des griefs exprimés par la partie ukrainienne. Et bien sûr, nous voulons prendre les devants. Alors tout d'abord, voici l'ambassadeur américain auprès de l'ONU, Dan Negrea, qui va expliquer que, voyez-vous, nous cherchons simplement à trouver la paix. Les États-Unis restent engagés en faveur de l'avenir de l'Ukraine en tant que nation souveraine et prospère. Nous nous joignons au président Trump pour continuer d'appeler à un cessez-le-feu immédiat et à des négociations menées de bonne foi afin de mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine et de rétablir la paix et la stabilité dans les deux pays. Nous appelons les deux parties à mettre fin à toute frappe visant des navires civils ou risquant de les endommager. Il est insensé de continuer à verser le sang de civils innocents alors qu'il n'existe aucune solution militaire à cette guerre. La Russie et l'Ukraine doivent revenir à la table des négociations. Écoutez, j'essaye simplement d'être une voix indépendante ici. Vous devez vous mettre autour de la table. Il faut régler ça. Ça ne peut pas se régler par la voie militaire. Donc la diplomatie est la seule solution. Enfin, c'est ce qu'il dit. Maintenant, au niveau des mots, c'est très bien. Mais il y a beaucoup plus que les mots à prendre en compte. D'abord, le président Trump est arrivé au pouvoir en disant qu'il allait en finir avec ça, évidemment, en 24 heures. Puis c'est devenu 100 jours. Et puis c'est devenu, oui, j'ai perdu intérêt. Je suis passé à autre chose. Et ce n'est même pas qu'on soit passé à autre chose. Voilà maintenant ce qu'il dit aujourd'hui. Il faut le voir dans son contexte. À peine 2 mois plus tôt, le secrétaire d'État, le prétendu chef de la diplomatie américaine, s'est présenté devant une commission du Congrès et a déclaré « Voici désormais notre position sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine. » Nous restons prêts à jouer tout rôle que nous pouvons jouer dans ce contexte pour contribuer à ramener la paix. Car nous pensons que la guerre en Ukraine, cette guerre dévastatrice, n'a pas de solution militaire.
Elle ne peut être résolue que par la voie diplomatique. Et cela a été, je le qualifierais ainsi, un défi permanent. Cela étant dit, soyons clairs. Pour être juste et franc, nous ne sommes pas des médiateurs impartiaux dans cette guerre. D'accord? Nous ne fournissons pas d'armes à la Russie. Nous fournissons des armes uniquement à l'Ukraine. Nous n'imposons pas de sanctions à l'Ukraine. Nous imposons des sanctions uniquement à la Russie. Nous avons donc clairement choisi un camp. Nous continuons d'ailleurs à vendre des armes à l'Ukraine dans le cadre du programme Pearl, sans que ce qui s'est passé au Moyen-Orient ou ailleurs n'y fasse obstacle. Et écoutez, nous aimerions beaucoup voir cela aboutir à un règlement négocié. À l'heure actuelle, les perspectives ne sont pas très bonnes. Donc oui, les perspectives ne sont pas très bonnes, parce que nous n'essayons pas de régler ça par la diplomatie. Nous affirmons que nous cherchons à rapprocher les deux parties et que nous voulons un cessez-le-feu sans condition. Enfin, parlons des mots. Non seulement nous tenons un double discours et disons deux choses différentes. D'un côté, nous avons choisi un camp. Nous n'étions pas un médiateur neutre le 4 juin. Mais maintenant, nous essayons de faire comme si nous étions un médiateur neutre, en appelant simplement les deux parties à se réunir. Eh bien, jusqu'à présent, cela n'a produit aucun effet, aucun résultat. Et cela prouve clairement que nous n'avons aucun véritable poids diplomatique, parce que nous ne parvenons à rien faire avancer par la diplomatie, surtout lorsque nous contredisons nos propres paroles. Et quand le président Trump essaie de faire une chose, tout en cherchant, de l'autre côté, à leur vendre des armes, et qu'en même temps, on demande à la Russie d'accepter un cessez-le-feu unilatéral, pourquoi la Russie accepterait-elle un cessez-le-feu? Pourquoi accepterait-elle ce que demande le camp qui est en train de perdre? Le camp qui n'a plus de défense aérienne, qui se fait pilonner sur la ligne de front, qui doit arracher ses propres hommes dans la rue, les sortir de leur voiture, les prendre dans les magasins, enfin vous voyez tout ça. Pourquoi le camp qui a l'avantage militaire accepterait-il un cessez-le-feu sans condition, pour ensuite discuter de quoi? Qu'on va simplement arrêter la guerre et dire « Très bien, vous pouvez garder tout ce que vous avez, on fixe la ligne de contact actuelle et c'est tout. » Il y aura simplement cette nouvelle ligne qui passera par là, et nous n'atteindrons pas nos objectifs, même si l'autre camp finira par s'effondrer. Alors pourquoi voulons-nous associer notre nom à quelque chose comme ça, alors qu'il est évident que cela n'arrivera pas? Il est évident que les Russes seraient les plus grands imbéciles qui soient s'ils cédaient vraiment à cela. Et pourtant, nous voilà à faire ces discours. Ce ne sont que des mots. Et cela, au passage, rabaisse aussi le Conseil de sécurité des Nations Unies et l'ONU dans son ensemble. Parce que ça montre que cette instance ne signifie rien. Non seulement elle est impuissante, mais elle ne signifie rien, tout simplement. Je n'ai même pas vu ça. Presque personne n'en parle. Même les médias traditionnels n'en ont pas fait état. Je ne vois pas beaucoup d'extraits là-dessus, sur les autres chaînes d'information, parce que c'est tellement insignifiant que personne n'y prête attention. Ils ne s'en servent même pas comme petite phrase pour couvrir l'administration. Alors, qui y prête vraiment attention? Personne en réalité. Et ça en soi, c'est une preuve. Si vous n'avez pas un Conseil de sécurité des Nations Unies efficace, si vous n'avez pas des Nations Unies efficaces, alors il sera beaucoup plus facile pour le monde de sombrer dans le chaos ou d'être utilisé par ceux qui veulent réellement la guerre pour le faire basculer dans le conflit. Parce que le Conseil de sécurité de l'ONU n'a aucun rôle. Et bien sûr, avec les 5 membres permanents et leur capacité à mettre leur veto sur n'importe quoi, cela a toujours été un vrai problème. Mais au moins, à certaines occasions, ils ont pu se réunir autour d'un consensus. Des choses ont été faites par le passé et des accords ont été conclus.
Cela a toujours été assez peu fructueux et pas très efficace, mais cela avait une certaine utilité. Aujourd'hui, il n'en a pratiquement plus aucune. C'est une mascarade. Personne n'y prête attention. Et ce n'est pas seulement le cas des États-Unis. Ici, l'ambassadeur du Danemark, Rasmussen, voulait représenter l'Union européenne et la manière dont l'Europe voit cette guerre. Et il a prononcé ces sages paroles. Cette guerre insensée et les souffrances humanitaires sans fin qu'elle entraîne pourraient cesser très simplement si la Russie acceptait le cessez-le-feu inconditionnel que l'Ukraine propose depuis plus d'1 an maintenant. En réalité, c'est très, très simple. Si la Russie arrête de se battre, la guerre prendra fin. Si l'Ukraine arrête de se battre, ce sera la fin même de l'existence de l'Ukraine. Donc lui, encore une fois, c'est si simple. Il suffit que la Russie arrête de se battre et l'Ukraine pourra continuer sur la voie où elle était. Tout ce que nous avons essayé d'accomplir en Occident continuera. Il n'y aura aucun problème. C'est simple. Mais si l'Ukraine arrête de se battre, ce sera la fin de l'Ukraine. Non, 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 non. C'est littéralement l'inverse. S'il continue à se battre, alors il n'y aura plus d'Ukraine. Parce que la seule option qui restera à la Russie, qui est ici en position de force, sera de finir par la conquérir. Et ensuite, elle imposera des conditions de reddition, où elle prendra tout simplement le contrôle militairement. Cela peut prendre longtemps, mais ils ont les ressources pour le faire, même si ça prend beaucoup de temps. Ils ont les effectifs, ils ont les munitions, ils ont les matières premières, ils ont la capacité industrielle, ils ont la capacité économique. Tout ce dont ils ont besoin pour gagner une guerre d'usure joue en leur faveur. Absolument tout. Et ils ont aussi le temps. Ils ont toutes les ressources énergétiques. Ils ont littéralement tout ce qu'il leur faut pour continuer en totale autonomie. Les sanctions ne les arrêteront pas. Des paroles indignées au Conseil de sécurité de l'ONU ne les arrêteront pas. Essayer de leur faire honte pour qu'ils acceptent un cessez-le-feu unilatéral ne les arrêtera pas. Donc, si vous continuez dans cette voie, vous conduirez à la destruction littérale de l'Ukraine et elle cessera d'exister en tant que nation. Mais s'ils arrêtent simplement de se battre et acceptent les conditions horribles qui restent encore possibles du côté russe, alors l'État ukrainien continuera d'exister sous une forme ou une autre. Et les destructions s'arrêteront et les massacres de leur peuple prendront fin. C'est la réalité. Mais voyez-vous, les dirigeants de l'Union européenne et des différents pays européens sont totalement déconnectés de la réalité. Il n'y a tout simplement aucun bon sens, ou alors aucune morale. Il n'y a aucune préoccupation pour le peuple ukrainien. Et je crois que j'ai publié ça plus tôt dans la journée, mais il est important de le rappeler ici. Cela ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd, parce que les Ukrainiens qui souffrent de cela sont complètement furieux, à bout de nerfs. C'est Yulia Mandel. Elle écrit que les médias occidentaux nous ont dit qu'il fallait faire davantage pression sur Poutine, ce que vous retrouvez chez les 2 ambassadeurs que je viens de vous montrer. Ça paraît très courageux. En pratique, c'est absurde. Faire la fête en temps de peste. Cette guerre a coûté la vie à des centaines de milliers de personnes et détruit des millions de familles dans une tentative de survivre au cœur d'un hachoir à viande. Il fallait aborder Poutine autrement, pas par la force aveugle. Si seulement le Conseil de sécurité de l'ONU écoutait Yulia, cette guerre aurait déjà pris fin. Mais elle dit que ce spectacle interminable de mort n'aurait jamais dû être normalisé. Et c'est exactement ce qu'on voit au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Il est devenu normal de dire n'importe quoi, des choses irrationnelles. Tout ce que la Russie a à faire, c'est ce que nous voulons. Le camp qui est en position de faiblesse dans le rapport de force, le camp qui ne peut ni gagner ni soutenir une guerre d'usure. Tout ce que la Russie a à faire, c'est ce qu'on lui demande,
pour que nous puissions continuer à lui mettre des bâtons dans les roues. Pourquoi un pays quelconque ferait-il ça? La réponse, c'est qu'il ne le ferait pas. Et la Russie ne le fera pas. Et cela a été souligné par l'ambassadeur russe, Nebenzia. Nous continuons à réduire méthodiquement le potentiel militaire du régime de Kiev. Du 15 au 21 août, une frappe massive et 9 frappes groupées ont été menées à l'aide d'armes de haute précision et de drones d'attaque contre des infrastructures militaires. Au cours de la même période, 14 navires utilisés dans l'intérêt de l'armée ukrainienne ont été touchés, dont 2 pétroliers, 10 cargos et 2 vedettes de patrouille. Ne vous y trompez pas et ne trompez pas les autres. Des armes occidentales sont acheminées vers les ports ukrainiens à bord de navires présentés comme civils, sous couvert de cargaisons commerciales. Ce sont les installations portuaires utilisées pour recevoir et stocker des cargaisons militaires et du carburant qui ont été mises hors service. Voilà la réalité que Kiev préfère ignorer. L'armée russe avance sur le terrain, tout en privant simultanément l'armée ukrainienne des moyens de s'approvisionner, de produire des armes et de poursuivre les hostilités. La partie russe ne mâche pas ses mots ici. Ce sont les seuls qui composent avec la réalité. Ils ne se cachent même plus derrière l'idée qu'ils essaieraient de trouver un règlement négocié, et ainsi de suite. Plus maintenant. Ils l'ont fait pendant toute la durée de cette guerre, même avant qu'elle ne commence. Mais là, il dit catégoriquement, nous essayons de saper le régime de Kiev. C'est ce qu'il a dit. Et c'est ce qu'ils font. Ensuite, Nano Kispru's exemple pour Guillaume. Donc, comme on en a parlé, Zelensky a mené cette tentative de 40 jours pour essayer d'affaiblir le camp russe. C'était absurde, parce que vous ne pouvez pas, avec toute cette dynamique de pouvoir que je viens de souligner, vous ne pouvez pas gagner une guerre comme ça. Ce que vous pouvez faire, en revanche, c'est davantage enrager l'autre camp, le mettre encore plus en colère, le pousser à employer plus de force. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Chaque fois que l'Ukraine fait quelque chose, comme attaquer les navires russes dans la mer d'Azov, les Russes se mettent alors à attaquer les navires ukrainiens dans la mer Noire et à fermer leurs installations portuaires, ce qu'ils n'avaient pas fait avant que l'Ukraine ne s'y attaque. Et maintenant, pendant ces mêmes 40 jours, l'Ukraine dit aussi « Allons nous en prendre à vos infrastructures civiles, à votre économie civile ». Avec ces frappes sauvages contre leur consommation d'énergie ou leurs installations énergétiques, là où ils transfèrent, vous savez, fabriquent du carburant, du kérosène, du diesel et tout ce genre de choses. Alors ils s'en prennent aux raffineries. La Russie dit d'accord, on va monter d'un cran et aider. Nous allons nous en prendre à vos stations-service individuelles. Nous allons nous en prendre à vos raffineries, s'il en reste. Nous viserons d'autres installations énergétiques et nous nous en prendrons à votre situation économique. Nous viserons vos entrepôts. Le volet civil. Je crois même qu'un centre commercial a été touché. On peut qualifier cela de répréhensible, mais quand vous faites monter l'escalade d'un côté, quand vous frappez une université et un dortoir étudiant, tuant beaucoup d'étudiants, vous allez provoquer une réaction de l'autre côté. Et bien sûr, tout cela se déroule dans un contexte où la pression continue de s'exercer sur la ligne de front. Rien ne disparaît. Il y a eu d'autres opérations offensives. J'ai vu ça dans la nuit. Il y a eu de nouvelles opérations dans la région de Sumy, dans celle de Kharkov, ainsi qu'à Zaporizhia. Les forces au sol continuent donc de maintenir la pression. Et maintenant, il n'y a plus de défense aérienne. Zelensky essaie d'en obtenir davantage. Il supplie. Je vous l'ai montré il y a quelques semaines. Il réclame environ 10% des stocks existants, ce qui ne ferait aucune différence de toute façon. Mais il ne les aura pas. Il ne les aura pas. La Russie peut donc pratiquement faire tout ce qu'elle veut.
et continuer à prétendre le contraire ne fera que tuer davantage d'Ukrainiens. Davantage de scènes comme celle-ci vont simplement se répéter chaque nuit. Et ce qui n'est pas détruit aujourd'hui le sera demain. C'est simplement là où nous en sommes. Et cela montre à quel point la diplomatie a été absolument détruite. C'est de la faute professionnelle au plus haut niveau. Nous ne nous soucions pas du peuple ukrainien. Allons droit au but. Le camp occidental, le gouvernement des États-Unis, nous ne nous soucions pas du tout des Ukrainiens. Parce qu'avec n'importe quelle analyse rationnelle, faisable en 5 minutes, il suffit de chercher 2 ou 3 choses sur Google ou d'utiliser Gemini ou ChatGPT. Peu importe votre choix, ou simplement de faire preuve de bon sens. On voit que le camp qui dispose de tous ces rapports de force finira par gagner une guerre d'usure. Surtout lorsque la volonté politique est la même des deux côtés. Car les Russes considèrent cela comme une menace existentielle, tout comme les Ukrainiens. Et il n'y a aucun prix qu'ils ne soient prêts à payer. S'il le faut, ils pourraient même intensifier les choses. Il y a beaucoup de cibles qui ne sont pas encore frappées, des types de cibles que les Russes pourraient maintenant commencer à viser, ce qui pourrait accélérer la chute du gouvernement. Et à un moment donné, ça arrivera. C'est inévitable. C'est juste une question de calcul. C'est la réalité des combats. Ils s'en fichent. Et je pense que beaucoup de gens le savent et que ça leur va. Ils l'acceptent dans l'Occident au sens large. Ils acceptent que l'Ukraine devienne une mère de tout ça. Ils s'en fichent. Et quand ça arrivera, quand elle tombera, je pense qu'ils sont déjà prêts du côté occidental à dire « Oh mon Dieu, je vous l'avais bien dit ». Les Russes en ont après nous, et nous serons les prochains sur la liste des cibles. Ils ont détruit l'Ukraine, et maintenant ils viennent pour nous. Mon Dieu, il faut lever toutes ces armées. Il faut dépenser des centaines de milliards de dollars, d'euros et tout le reste, et armer, militariser nos sociétés face à cette menace qui arrive ici. La Russie ne le fera pas, je ne pense pas, tant que nous ne commencerons pas à attaquer directement la Russie. Mais si cela arrive et qu'elle s'effondre, la Russie s'arrêtera presque certainement là, probablement même avant la frontière occidentale de l'Ukraine, parce qu'elle n'a aucun intérêt à en avoir la partie occidentale. Elle veut seulement la sécurité. Et une fois qu'il n'y aura plus de gouvernement à Kiev, une fois qu'il n'y aura plus d'armée ukrainienne, qu'elle aura simplement été dissoute ou détruite, alors ils auront leur sécurité. Ils vont désormais mettre en place leur propre sécurité contre une invasion occidentale de l'OTAN. C'est comme ça que ça va fonctionner. Et donc, vous allez entrer dans cette nouvelle guerre froide. Et je pense que c'est peut-être ce que recherchent réellement beaucoup de gens au pouvoir. Ils utilisent simplement la diplomatie comme couverture et font semblant de chercher la paix, principalement pour vous tromper, vous, les opinions publiques occidentales, les Américains, les Européens. C'est ce qu'ils essaient de faire. Ils essaient de vous faire croire que nous cherchons la paix, alors que ce n'est pas le cas. C'est une faute diplomatique au plus haut degré. Et c'est aussi de la manipulation au plus haut degré. En détruisant l'Ukraine, ils servent d'outils utiles entre les mains de ces gens qui veulent faire la guerre et qui veulent maintenir la guerre comme une possibilité permanente. Je suis sûr qu'ils préféreraient éviter d'en arriver à une guerre mondiale. Ils préféreraient éviter d'utiliser des armes nucléaires, mais seulement dans la mesure où ils peuvent préserver leur pays, pour qu'ils ne deviennent pas ce que l'Ukraine est en train de devenir, et que les profits de ces riches élites explosent. C'est ça, je pense, leur objectif. Il faut simplement comprendre à quoi nous avons affaire. Le monde n'est pas ce qu'il semble être. Nous sommes tous manipulés dans ce grand jeu. Et je ne peux pas identifier qui sont ces gens. Je n'en sais pas assez pour ça. Je peux seulement voir, de façon incroyablement claire,
les preuves de leur existence, les objectifs qu'ils affichent et leur absence de moralité. Ils se moquent complètement du peuple ukrainien qui en paie le prix. Maintenant, vous le savez aussi. Il faut simplement s'assurer que nous soyons tous parfaitement clairs là-dessus, les amis. Nous allons continuer. Nous allons continuer à dénoncer les mensonges, la tromperie et la propagande qui vous sont destinés chaque fois que nous les verrons, parce que rien ne nous intimide et que nous ne sommes compromis par personne lorsqu'il s'agit de vous apporter la vérité. Et c'est ce que nous allons continuer à faire ici, dans le Daniel Davis Deep Dive. On se retrouve cet après-midi dans le Daniel Davis Deep Dive. We'll see you this afternoon on the Daniel Davis Deep Dive.